Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans les attaques animales les plus stupides jamais enregistrées. D'une baignade à l'aube à Hawaï, où des eaux troubles cachaient une menace tournoyante, à une course sur sentier, dans le Colorado, où un coureur a commis toutes les erreurs possibles. Mais d'abord, nous nous rendons au Montana, où prendre le selfie parfait avec un ourson grizzly semblait valoir le risque, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. C'était le 14 août 2016, dans la chaîne de montagnes Gallatin, près de la frontière du Yellowstone dans le Montana, où la nature sauvage et accidentée s'étendait à travers des prairies escarpées et des forêts denses de saules. L'air était chaud et immobile, transportant le parfum des fleurs sauvages et quelque chose de plus lourd, l'odeur inconfondable de décomposition d'une carcasse d'élan partiellement enterrée dans une dépression peu profonde. Noah Briggs, un graphiste de 29 ans de Bozeman, était venu avec 2 amis proches pour une randonnée d'un week-end vers un point de vue pittoresque prisé des habitants. Jake Morales, un spécialiste en support informatique impulsif, avait fait des blagues toute la matinée et pointé la faune avec des jumelles. Priya Desai, une infirmière urgentiste pratique, avait lu le pamphlet sur la sécurité face aux ours à voix haute au début du sentier, en soulignant l'importance de rester à au moins 91 mètres des ours et de porter un spray anti-ours. Aucun d'entre eux n'en avait apporté. Le trio a quitté le sentier balisé et s'est aventuré vers le bord d'une prairie où Jake avait repéré un ourson grizzly se déplaçant à travers les broussailles à environ 70 mètres de là. Noah, désireux de capturer une photo en gros plan pour le défi faune de leur groupe d'amis, s'est rapproché à travers les saules hauts comme la taille, tandis que Jake filmait depuis l'arrière. Des excréments d'ours frais parsemèrent le sol et la végétation piétinée suggérait une activité récente. Le vent a tourné, portant leur odeur directement dans le ravin où la carcasse était cachée. Les panneaux d'avertissement au début du sentier avaient clairement indiqué une activité récente des ours dans la région. Mais le groupe les avait ignorés dans leur excitation. La prairie descendait doucement vers des broussailles denses et la visibilité diminuait rapidement là où les sols poussaient épais. Noah se déplaçait lentement, s'arrêtant pour cadrer sa prise de vue, inconscient qu'il se plaçait directement entre l'ourson et sa mère. Les grizzlies sont parmi les prédateurs les plus puissants d'Amérique du Nord, avec des femelles adultes pesant entre 300 et 450 livres et possédant une force immense, capable de renverser des rochers et de déchirer des bûches. Les truies avec des petits sont particulièrement défensives, percevant toute approche rapprochée comme une menace directe pour leurs petits. Elles comptent sur la surprise et la force écrasante pour neutraliser le danger, lançant souvent des charges explosives qui couvrent le sol à des vitesses dépassant les 30 miles par heure. Leurs mâchoires peuvent exercer une pression de plus de 1000 livres par pouce carré, écrasant facilement les os. Les grizzlies ont également un sens de l'odorat très développé et gardent férocement leur source de nourriture. La combinaison d'un ourson, d'une carcasse et d'un humain approchant crée le scénario le plus dangereux possible dans le pays des ours. Quand Noah s'est approché à environ 10 mètres de l'ourson, les branches ont craqué brusquement sous ses pieds. La mère adulte s'est levée de sa cachette à l'intérieur du ravin, sa silhouette massive, soudainement visible. À une distance d'environ 20 mètres, elle a lancé une charge d'intimidation soufflant et claquant des mâchoires. Noah a reculé de seulement quelques pas, gardant son téléphone levé et son corps face à l'ours. La femelle s'est engagée dans une charge complète, comblant l'écart en quelques secondes. Son premier coup était un puissant coup de patte avant qui a renversé Noah et l'a envoyé rouler sur le sol accidenté. Avant qu'il ne puisse réagir, l'ours était sur lui infligeant des morsures rapides à la partie supérieure du torse et à l'épaule. Toute l'attaque a duré moins de 20 secondes, un flou violent et chaotique conforme à la réaction défensive d'une ours percevant une menace pour son petit. De telles rencontres ne sont pas des chasses prolongées, mais des éclats de force destinés à neutraliser le danger aussi rapidement que possible. Ses griffes ont griffé sa poitrine, déchirant le tissu et la chair avec une efficacité dévastatrice. De profondes lacérations se sont ouvertes sur sa cage thoracique, exposant muscles et os. Elle l'a brièvement immobilisé avec son poids, puis a rompu le contact et a tourné autour. Alors que Noah luttait pour se mettre à genoux, la truie a chargé de nouveau. Cette fois, ses mâchoires se sont refermées sur son cou, écrasant des vertèbres et sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. Une seconde morsure a visé sa poitrine, perforant la cavité thoracique et causant une hémorragie interne massive. Ses dents ont pénétré profondément, effondrant un poumon. L'attaque a duré moins d'1 minute. La femelle s'est retirée brusquement, a récupéré son petit et a disparu dans la végétation dense. Noah était allongé sans bouger sur l'herbe piétinée, du sang s'accumulant rapidement sous lui. Ses amis, figés sous le choc à plusieurs mètres, se sont finalement précipités pour essayer de comprimer les plaies. Mais les dégâts étaient catastrophiques. L'hémorragie artérielle ne pouvait être contrôlée, la perte de conscience est survenue en quelques minutes, et Noah était inconscient au moment où ils ont atteint le réseau mobile et appelé à l'aide. Les gardes forestiers et les responsables de la faune sont arrivés en hélicoptère dans l'heure, mais Noah a été déclaré mort sur place. Une enquête menée par le Montana Fish, Wildlife and Parks a confirmé que l'attaque était de nature défensive, déclenchée par la proximité du petit et de la carcasse à proximité. Les gardes ont noté l'absence de spray anti-ours parmi les randonneurs comme un facteur majeur évitable. La substance s'est révélée efficace même lors de rencontres surprises lorsqu'elle est déployée rapidement.
Lallet n'a pas été poursuivie ni détruite, car son comportement était conforme à une défense maternelle naturelle. Les biologistes ont noté que la présence de la carcasse d'élan avait probablement maintenu la famille d'ours dans la zone immédiate, renforçant ainsi les instincts protecteurs de Lallet. La famille de Noah a publié une brève déclaration exprimant leur chagrin et exhortant les autres à respecter les distances avec la faune et à porter du spray anti-ours dans les régions de grizzly. Ses parents l'ont décrit comme aventureux et gentil, quelqu'un qui aimait la nature mais avait sous-estimé les risques ce jour-là. L'incident a attiré une attention considérable sur les réseaux sociaux, avec des défenseurs de la sécurité en plein air l'utilisant comme un exemple avertissant des dangers posés par l'ignorance des consignes affichées et l'approche des animaux sauvages pour des photographies. Des groupes de randonnées locaux ont organisé des randonnées commémoratives en l'honneur de Noah et ont distribué des informations sur la sécurité des ours au point de départ des sentiers dans toute la région. Alors que Noah Briggs est mort dans le Montana, une autre tragédie se déroulait à 6400 km de là, à Hawaï, où Camille Porter allait bientôt entrer dans des eaux troubles à l'aube, inconsciente qu'un énorme requin-tigre tournait à proximité. C'était le 19 mai 2018, au large de la plage de Maka'a, sur la côte ouest d'Oahu, à Hawaï, où l'océan Pacifique s'étendait sans fin sous un ciel pâle. L'eau était trouble à cause d'une houle nocturne qui avait brassé sable et sédiments en suspension, réduisant la visibilité à moins d'1 mètre. Camille Porter, consultante en marketing de 32 ans, originaire de San Diego, était arrivée sur l'île 3 jours plus tôt avec son petit ami, Léo Park, un instructeur de surf de 29 ans qui avait grandi dans la région. Léo avait suggéré une baignade tôt le matin avant son premier cours de la journée, espérant partager la beauté tranquille de l'océan avant l'arrivée de la foule. Mia Castillo, une maître nageuse de 31 ans et amie commune, avait rejoint le groupe la veille et avait indiqué les panneaux de signalement de requins affichés près de l'accès à la plage l'après-midi précédent. Un grand requin-tigre avait été signalé par des pêcheurs nettoyant leur prise à l'autre bout de la plage. Mia avait prévenu des conditions troubles et conseillé de rester proche du rivage, mais Camille était impatiente de nager tranquillement en eau libre. Le trio est descendu vers le sable juste après le lever du soleil, l'air chaud et humide. De petites vagues de plage se succédaient régulièrement et des bancs serrés de poissons appâts scintillaient près de la surface, leurs corps argentés captant la lumière matinale. Camille portait une chevillère réfléchissante. Un cadeau de Léo qui scintillait alors qu'elle entrait dans l'eau. Léo restait dans l'eau jusqu'à la taille près de la plage, regardant les vagues arriver tandis que Camille s'éloignait vers une profondeur atteignant sa poitrine et son cou, ses bras effectuant des mouvements fluides à travers l'eau trouble. Les requins-tigres sont parmi les prédateurs les plus redoutables de l'océan, atteignant des longueurs de 10 à 14 pieds et pesant jusqu'à 1400 livres. Ce sont des mangeurs opportunistes, avec des mâchoires puissantes capables d'écraser des carapaces de tortues de mer et de déchirer des peaux épaisses. Leurs dents sont dentelées et conçues pour scier la chair et les os avec une efficacité dévastatrice. Les requins-tigres sont connus pour leur curiosité et leur comportement investigateur, s'approchant souvent des proies potentielles avec une bosse ou un coup de coude avant de mordre. Ils sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, période où la lumière est faible et où les proies sont plus difficiles à identifier. L'eau trouble, l'activité des poissons appâts et les objets réfléchissants peuvent tous déclencher des frappes d'enquête. Camille s'était déplacée à environ 30 mètres du rivage lorsqu'une grande forme a commencé à tourner juste au-delà de son champ de vision. Le requin s'est approché lentement des eaux plus profondes, attiré par les éclaboussures et le scintillement du métal autour de sa cheville. Un coup soudain a frappé son bas de jambe, ferme et délibéré. Camille s'est tournée vers le rivage et a commencé à nager avec des mouvements réguliers, contrôlés mais plus rapides. Le requin a de nouveau fait le tour, réduisant la distance. Sa première morsure est venue sans avertissement, les mâchoires se refermant sur son mollet et sa cheville. Les dents dentelées ont percé la peau et le muscle grinçant contre l'os. Camille a tenté de planter ses pieds dans le sable, mais le requin a maintenu sa prise et a secoué une fois, déchirant les tissus. Elle a perdu pied et est tombée dans l'eau. Le requin a brièvement lâché prise, puis est revenu à un angle peu profond. La deuxième morsure a visé sa cuisse. Les mâchoires se refermant avec une pression immense, les dents ont pénétré profondément dans la région fémorale, sectionnant l'artère fémorale. Le sang a commencé à se répandre dans l'eau en épais nuages. Le requin a secoué à nouveau, sa tête se tordant d'un côté à l'autre avant de relâcher et de tourner autour. Camille a essayé de nager vers le rivage, mais sa jambe ne répondait pas et l'eau autour d'elle s'est rapidement obscurcie de sang. Le requin a fait un dernier passage, mordant la même jambe près du genou, puis s'est dirigé vers des eaux plus profondes et a disparu. Contrairement à la plupart des rencontres avec des requins-tigres qui se terminent après une seule morsure exploratoire, ce requin a affiché un comportement inhabituellement persistant, probablement provoqué par l'eau trouble, l'éclat des bijoux et la présence de sang. Léo avait vu l'agitation et se dirigeait déjà vers elle en criant. Il a rejoint Camille en quelques secondes, glissant ses bras sous les siens et l'attirant vers la plage. Sa jambe traînait mollement, l'eau derrière eux teintée de rouge. Mia a couru depuis le sable et a aidé à traîner Camille jusqu'au rivage, appliquant immédiatement une pression sur la blessure à la cuisse. Les dommages étaient catastrophiques. L'artère fémorale avait été complètement sectionnée et la perte de sang était rapide et incontrôlable malgré leurs efforts. La respiration de Camille est devenue superficielle et irrégulière. Sa peau est devenue pâle et en quelques minutes, elle est tombée en état de choc.
Les services d'urgence sont arrivés en 10 minutes, mais elle ne réagissait pas. Les ambulanciers ont tenté de la réanimer, mais elle a été déclarée morte peu après leur arrivée. Une enquête menée par le département des terres et des ressources naturelles d'Hawaï a confirmé que l'attaque correspondait au comportement d'un requin-tigre. L'eau trouble, l'heure à l'aube, la présence de poissons appâts et les bijoux réfléchissants ont tous été identifiés comme des facteurs contributifs. Les autorités ont fermé la plage pour 48 heures et affiché des avertissements supplémentaires le long de la côte. La famille de Camille a publié une déclaration exprimant leur chagrin et leur gratitude pour les efforts de Léo, Mia et des secours d'urgence. Ils ont décrit Camille comme aventureuse et pleine de vie, quelqu'un qui aimait l'océan et se sentait toujours chez elle dans l'eau. L'incident a ravivé les discussions publiques sur la sécurité face aux requins à Hawaï, les responsables locaux exhortant les nageurs à éviter les eaux troubles, les heures de l'aube et du crépuscule, ainsi que les zones de pêche active ou avec des bancs de poissons appâts. Des services commémoratifs ont eu lieu à San Diego et à Oahu, et un fonds de bourses a été créé au nom de Camille pour soutenir l'éducation à la conservation des océans. Camille Porter a trouvé sa fin tragique dans les eaux au large d'Oahu et une autre rencontre fatale se déroulait à des milliers de kilomètres de là, dans une ménagerie en bord de route en Oklahoma, où Wesley Hartman allait bientôt passer le bras à travers les barreaux d'une cage de chimpanzé pour récupérer une paire de lunettes de soleil, inconscient que plusieurs pères d'yeux suivaient chacun de ses gestes. C'était le 7 octobre 2017 dans une ménagerie privée au bord de la route près de Wynwood, Oklahoma, où une collection de vieux enclos abritait des animaux exotiques le long d'un tronçon poussiéreux d'une route rurale. L'établissement se présentait comme une expérience pratique de la faune, attirant les familles à la recherche de divertissements bon marché pendant les voyages en voiture. Wesley Hartman, un expert en assurance de 36 ans de Tulsa, s'était arrêté avec sa femme Dana et leur fils de 8 ans Thomas sur le chemin du retour après avoir rendu visite à des parents au Texas. L'après-midi était chaud et lumineux, avec une foule légère éparpillée parmi les enclos des animaux. Dana, une responsable de magasin de détail de 34 ans, avait lu les règles affichées à haute voix en entrant, notant les panneaux « Ne pas nourrir ou toucher bien en vue ». Thomas, un enfant énergique, passait d'une exposition à l'autre, pressant son visage contre les barreaux. L'enclos des chimpanzés se trouvait près du centre du parc, une dalle en béton entourée de lourds barreaux en acier avec une barrière de sécurité extérieure placée à environ 1 mètre de la barrière principale. L'espace entre la barrière et les barreaux était étroit, rempli de terre et de débris, et clairement indiqué comme interdit d'accès. Un gardien nommé Rick, un préposé de 45 ans qui semblait surmené, avait rappelé 2 fois aux visiteurs de rester derrière la barrière extérieure. À l'intérieur de l'enclos, plusieurs chimpanzés adultes se déplaçaient nerveusement, leur vocalisation devenant plus forte à mesure que la foule se pressait plus près. Rick a mentionné que les tensions étaient récemment élevées parmi les hommes. Thomas s'était penché sur le garde-corps extérieur lorsque ses lunettes de soleil ont glissé de sa tête et sont tombées dans le passage restreint, atterrissant sur le rebord en béton juste sous les barres. Wesley a décidé de les récupérer rapidement. Les chimpanzés sont parmi les primates les plus forts par rapport à leur taille, avec des mâles adultes ayant une force du haut du corps estimée à être 4 à 6 fois plus grande que celle d'un humain moyen. Ils ont des mâchoires puissantes capables de donner des morsures écrasantes et leurs dents canines peuvent atteindre jusqu'à 2 pouces de long. Les chimpanzés sont très intelligents mais aussi imprévisibles et peuvent devenir agressifs sans avertissement, surtout en captivité où le stress amplifie les comportements territoriaux. Leur force de préhension est immense et une fois qu'ils s'accrochent à un membre, il est presque impossible de les déloger. Il a été documenté que des chimpanzés participent à des attaques coordonnées avec plusieurs individus travaillant ensemble pour neutraliser les menaces. Wesley a enjambé la barrière de sécurité extérieure et s'est penché dans l'écart, tendant son bras droit vers les lunettes de soleil. Ses doigts ont effleuré la monture juste au moment où un grand chimpanzé mâle s'est avancé brusquement et a saisi ses poignets à travers les barreaux. Un deuxième chimpanzé attrapa sa manche près du coude. La prise était immédiate et incassable. Wesley essaya de reculer, mais les chimpanzés tirèrent son bras fermement contre les barres d'acier. Ses épaules heurtèrent le métal et il perdit pied. D'autres chimpanzés se joignirent, leurs mains et leurs dents ciblant l'avant-bras exposé. La première morsure est venue à l'arrière de sa main, les dents pénétrant dans la peau et écrasant de petits os. Un deuxième chimpanzé a mordu son avant-bras, arrachant le muscle. Le sang a commencé à couler le long de son bras. Wesley a crié et essayé de s'arc-bouter, mais les animaux ont tiré avec une force coordonnée, tordant son bras à plusieurs reprises contre les barreaux. Ses doigts ont été mordus ensuite. Un chimpanzé serrant fort et tirant jusqu'à ce que la peau se déchire et que les tendons se cassent. Une autre morsure a ciblé son bras supérieur, les dents pénétrant profondément dans le tissu. Les chimpanzés ont commencé une lutte acharnée, chacun tirant dans des directions différentes, causant d'énormes dommages au tissu mou. Dana a crié à l'aide tout en protégeant Thomas. Rick a couru avec un tuyau et a aspergé les chimpanzés, mais ils ont à peine réagi. Il a pris un panneau en métal et l'a frappé bruyamment contre l'enclos. Le bruit a causé une brève hésitation, mais les chimpanzés ont rapidement repris. Le bras de Wesley était maintenant couvert de sang, avec plusieurs lacérations profondes visibles. Un autre gardien est arrivé avec un extincteur et l'a déchargé directement sur les chimpanzés. Le souffle soudain les a finalement forcés à battre en retraite.
Les spectateurs se sont précipités en avant et ont tiré Wesley loin des barreaux. Il s'est effondré sur le sol, son bras gravement blessé et saignant abondamment. L'artère brachiale de son bras supérieur avait été sectionnée et le sang coulait de la blessure par saccades rythmiques. Dana et un autre visiteur ont exercé une pression, mais le saignement était incontrôlable. Le visage de Wesley est devenu livide, sa respiration rapide et superficielle. Il a perdu connaissance en moins de 2 minutes. Les secours sont arrivés en moins de 8 minutes, mais malgré les tentatives immédiates de le stabiliser, Wesley a fait un arrêt cardiaque pendant le transport et a été déclaré mort en route vers l'hôpital. Une enquête menée par le département de la conservation de la faune de l'Oklahoma a révélé que l'installation avait de multiples violations de sécurité, y compris des distances de barrières insuffisantes. L'enclos a été ordonné fermé en attendant les mises à niveau. L'épouse de Wesley, Dana, a publié une déclaration décrivant son mari comme un père dévoué qui avait pris une décision en une fraction de seconde pour aider son fils. Elle a appelé à des réglementations plus strictes sur les eaux en bord de route. L'incident a attiré l'attention des médias nationaux et a ravivé le débat sur les ménageries privées. Loin de cette enceinte de l'Oklahoma où Wesley Hartman est mort, une autre tragédie se déroulait en Floride. Autumn Reeves venait de terminer un service tardif et rentrait chez elle lorsqu'elle est arrivée à un étang de parcours de golf sombre qui promettait un raccourci rapide. C'était le 23 juin 2015, près d'un étang de rétention d'un parcours de golf à Kissimmee, en Floride, où l'air lourd de la nuit humide flottait immobile sur les fairways aménagés et les éléments d'eau artificiels. L'étang était adjacent à un sentier de voiturettes qui serpentait à travers le parcours. Sa surface sombre ne reflétait rien d'autre que la faible lueur des lampadaires lointains. Autumn Reeves, une serveuse de 27 ans dans un restaurant à proximité, venait de terminer un service tardif avec 2 collègues et rentrait à pied pour économiser de l'essence. Mark Delaney, un barman de 31 ans, avait suggéré de couper à travers le parcours de golf pour réduire leur trajet de 10 minutes. Kelly Nguyen, une serveuse de 28 ans connue pour sa nature prudente, avait fait remarquer les panneaux « Interdiction de nager », présence de crocodiles affichés près du chemin alors qu'ils s'approchaient du bord de l'eau. Le trio avait déjà fait cette promenade auparavant, contournant toujours l'étang le long de l'herbe. Mais ce soir, le chemin s'élargissait autour d'une étroite anse qui s'étendait sur leur parcours. Il était presque minuit et les seuls sons étaient le chant rythmique des grenouilles et le bruit occasionnel d'autres animaux. Plouf près de la rive éloignée. Autumn avait retiré ses sandales plus tôt et en arrivant à l'entrée, elle s'arrêta. L'eau semblait peu profonde, peut-être jusqu'aux genoux, et traverser directement réduirait considérablement la distance. Kayla lui a rappelé les panneaux qu'ils avaient dépassés. Autumn est entrée dans l'eau de toute façon, ses pieds nus s'enfonçant légèrement dans la boue douce. La surface était calme, sauf pour de petites ondulations qui se propageaient vers l'extérieur à partir de son mouvement. Elle a avancé lentement, l'eau montant à ses genoux alors qu'elle se dirigeait vers le centre de la traversée de 10 mètres. Les alligators américains sont des prédateurs de premier plan que l'on trouve dans les systèmes d'eau douce de Floride, y compris les lacs, les rivières, les marécages et les bassins de rétention artificiels. Les femelles adultes atteignent généralement des longueurs de 8 à 10 pieds et peuvent peser entre 200 et 300 livres. Les alligators sont des chasseurs embusqués, comptant sur la discrétion et la puissance explosive pour capturer leur proie. Ils restent souvent immobiles près du fond ou le long des rives, presque invisibles dans l'eau trouble, attendant les mouvements ou les vibrations qui signalent une potentielle nourriture. Leurs mâchoires peuvent exercer une pression de plus de 2000 livres par pouce carré, suffisamment pour broyer les os et maintenir une proie en difficulté sous l'eau. Une fois qu'un alligator a sécurisé sa prise, il effectue un roulé de la mort, un mouvement de rotation violent conçu pour désorienter, noyer et démembrer les victimes. Juin est le pic de la saison de nidification pour les alligators en Floride, une période où les femelles deviennent très territoriales et agressives. S'aventurer dans l'eau sombre la nuit pendant cette période est l'une des activités les plus dangereuses qu'une personne puisse entreprendre en territoire de crocodile. Une femelle crocodile de 2,50 m s'était reposée près du fond de l'entrée, positionnée le long d'une étagère peu profonde près d'une sortie de buse. Les vibrations des pas d'automne ont déclenché une réponse immédiate. Le crocodile s'est dirigé vers elle silencieusement, son corps se déplaçant avec un minimum de perturbation de surface. L'automne avait fait 5 ou 6 pas lorsque l'attaque est arrivée. L'alligator a surgi de côté, ses mâchoires se refermant sur sa jambe gauche juste au-dessus de la cheville. La morsure était instantanée et écrasante, les dents s'enfonçant à travers la peau, les muscles et grinçant contre les os. Autumn a crié et est tombée dans l'eau, ses mains éclaboussant alors qu'elle essayait de retrouver l'équilibre. L'alligator tirait régulièrement en arrière, la traînant vers les eaux plus profondes avec de puissants battements de queue. Elle tenta de donner un coup de pied avec sa jambe libre, mais la prise de l'animal était implacable. L'alligator a lancé le premier roulé de la mort, son corps entier tournant rapidement dans l'eau. L'automne a été entraîné sous l'eau, submergé complètement tandis que le roulis continuait. La prise s'est déplacée plus haut sur sa jambe, maintenant serrée au milieu du mollet. L'eau remplissait sa bouche et son nez. L'alligator a brièvement fait surface, puis a effectué un deuxième roulis, cette fois en l'entraînant vers le centre plus profond de l'étang. Ses bras ont agité au-dessus de la surface un instant avant de disparaître à nouveau. Mark et Kayla ont crié depuis la berge en appelant à l'aide, mais il n'y avait personne à proximité. L'alligator a maintenu sa prise et a continué à tirer Autumn dans la partie la plus sombre de l'étang. Un troisième roulement a suivi, et cette fois l'animal n'a pas refait surface. L'eau est devenue calme, sauf pour des légères ondulations. Autumn s'est resté immergé, fermement tenu dans les mâchoires de l'alligator alors qu'il s'ancre près du fond.
La pression écrasante sur sa jambe, combinée à l'incapacité de respirer, a conduit à une incapacitation rapide. Elle s'est noyée en 2 à 3 minutes, son corps devenant mou alors que l'alligator continuait à la maintenir sous l'eau. Mark avait déjà couru vers la zone éclairée la plus proche pour chercher de l'aide, tandis que Kayla restait au bord, criant dans l'obscurité. Les secours sont arrivés en moins de 15 minutes, mais l'étang était trop sombre et dangereux pour y entrer immédiatement. Une équipe spécialisée dans la faune a été appelée et les opérations de récupération ont commencé à l'aube. Le corps de Tom a été retrouvé plusieurs heures plus tard dans des eaux plus profondes. Une enquête de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a confirmé que l'attaque était conforme au comportement typique d'embuscade des alligators. La présence du ponceau, l'heure de la nuit et la saison de reproduction ont tous contribué à augmenter le risque. L'alligator responsable a ensuite été capturé et retiré de l'étang. L'incident a incité la direction du parcours de golf à installer un éclairage supplémentaire et une signalisation plus visible autour de tous les plans d'eau. Alors que Autumn Reeves se noyait dans cet étang en Floride, loin à l'ouest au Colorado, Grant Ellison se préparait pour une course de trail en soirée, désireux d'accumuler des kilomètres avant le coucher du soleil où des traces de cerveilles fraîches marquent la poussière et les ombres s'allongent. C'était le 12 septembre 2016 sur un sentier de montagne près de Golden, Colorado, où les montagnes rocheuses s'élevaient de brusquement des hautes plaines et la lumière du soir projetait de longues ombres à travers des lacets raides. Le sentier serpentait à travers des genévriers denses et des chênes broussailleux le long d'un étroit banc taillé dans le flanc de la colline. Grant Ellison, ingénieur logiciel de 34 ans, originaire de Denver, avait pris la voiture après le travail pour parcourir des kilomètres d'entraînement avant le coucher du soleil. Il se préparait pour un marathon d'automne et parcourait cet itinéraire 2 fois par semaine depuis un mois. L'air était frais et sec, avec une légère brise traversant le canyon. Grant s'était garé au début du sentier juste après 18 heures, notant le panneau récemment des observations de lions garder les animaux en laisse qu'Aaron Blake, un gardien de sentier, avait posté ce matin-là. Luis Ortega, un photographe animalier, avait mentionné à d'autres randonneurs qu'il avait vu des traces fraîches et des excréments de cerfs mulets près des virages en lacet supérieur, un signe que des prédateurs pourraient être à proximité. Il avait conseillé de faire du bruit et de rester attentif. Grant avait emmené son petit terrier pour la course malgré les règles de laisse. Le chien courait en avant sur le sentier, se jetant dans les buissons et reniflant les rochers. Grant portait des écouteurs et écoutait de la musique en courant, ce qui réduisait sa conscience de son environnement. Le sentier montait régulièrement à travers des zones de couverture dense. Des traces de cerfs mulets étaient de visibles dans la poussière, et un écureuil a lancé un appel d'alarme aigu lorsque Grant est passé. Le soleil était bas à l'horizon et la visibilité a considérablement diminué dans les sections ombragées où le genévrier poussait densément contre les rochers. Les cougars sont des prédateurs solitaires et très efficaces que l'on trouve dans tout l'ouest des États-Unis. Les mâles adultes peuvent se peser entre 120 et 220 livres, tandis que les femelles sont plus petites mais tout aussi dangereuses. Ce sont des chasseurs embusqués, comptant sur la discrétion et une vitesse explosive pour réduire la distance avec leur proie. Les cougars ont des pattes postérieures puissantes capables de les propulser jusqu'à 12 mètres, en un seul bond, et leurs mâchoires robustes sont conçues pour saisir et étouffer leur proie. Ils ciblent généralement le cou et la tête, infligeant une morsure écrasante. À la base du crâne ou de la gorge, ce qui coupe la moelle épinière ou bloque la respiration. Les cougars sont plus actifs à l'aube et au crépuscule, période pendant lesquelles leur proie se déplace également, et les conditions de lumière favorisent leur style de chasse. Ils sont naturellement méfiants envers les humains. Mais certains comportements peuvent déclencher une réaction prédatrice. Courir, surtout avec un petit animal comme un chien, peut imiter le comportement de fuite d'une proie. S'accroupir, se détourner ou paraître vulnérable peut également provoquer une attaque. Grant était à environ 3 km de sa course lorsque son chien a tourné un virage serré et a commencé à aboyer agressivement. Des broussailles ont bruissé sur le côté en montée. Grant tourna le coin quelques secondes plus tard, retirant un écouteur. Un grand puma était accroupi près du bord du sentier, à moins de 10 mètres, son corps tendu et ses yeux fixés sur le mouvement. L'animal avait probablement traqué le chien ou attendu en embuscade près d'un sentier de gibier. Grant s'est figé un instant, puis s'est tourné et a commencé à descendre en courant. Son départ précipité a immédiatement déclenché une réaction de poursuite. Le cougar a bondi de sa position et a réduit la distance en quelques secondes. Grant avait parcouru peut-être 10 mètres quand le cougar l'a frappé par derrière. L'impact l'a renversé et l'a envoyé s'étaler sur le sentier. Le cougar a atterri sur son dos, ses griffes s'enfonçant dans ses épaules et le haut de son dos. Ses mâchoires se sont refermées sur la base de son crâne et de son cou, les dents canines pénétrant profondément dans le tissu. La morsure était précise et dévastatrice, conçue pour sectionner la moelle épinière. Le corps de Grant se raidit alors que la pression sur son cou augmentait. Le cougar a maintenu la morsure tandis que ses pattes arrière grattaient le bas de son dos et ses flancs, les griffes déchirant sa chemise et pénétrant la peau. La force de la morsure a écrasé les vertèbres et sectionné les principales artères du cou. Le sang a commencé à s'accumuler sous lui sur le sentier de terre. Grant a tenté de se relever, mais ses mouvements étaient faibles. Le cougar a ajusté sa prise, mordant plus fort. Le chien s'était enfui sur le sentier et aboyait à distance. L'attaque a duré moins de 30 secondes, le cougar a relâché son emprise et a reculé avant de s'éclipser dans le couvert dense. Grant était allongé face contre terre sur le sentier, le sang se répandant rapidement de ses blessures au cou. Sa respiration était faible et irrégulière et en moins d'une minute, elle s'est complètement arrêtée.
La combinaison d'un traumatisme spinal, d'une hémorragie massive et d'une obstruction des voies respiratoires a entraîné la mort en quelques minutes. 2 autres coureurs de sentier sont arrivés sur les lieux environ 10 minutes plus tard, trouvant le corps de Grant et le chien tournant autour. Ils ont immédiatement appelé les services d'urgence et tenté la RCP, mais il était mort depuis plusieurs minutes. Les agents de Colorado Parks and Wildlife sont arrivés dans l'heure et ont confirmé l'attaque en se basant sur les blessures et les empreintes. Le sentier a été fermé indéfiniment. Les agents de la faune ont déterminé que le chien s'en laisse, l'utilisation d'écouteurs et la course au crépuscule dans une zone avec des observations récentes avaient tous contribué à la rencontre fatale. Le couguar a été pisté et euthanasié le lendemain en raison de la gravité de l'attaque et de sa proximité avec les zones peuplées. La famille de Grant a publié une déclaration le décrivant comme passionné par le plein air et dédié à ses objectifs de remise en forme. Ils ont exprimé l'espoir que sa mort servirait de rappel sur l'importance de suivre les consignes de sécurité concernant la faune, en particulier dans les zones où l'on sait qu'il y a des prédateurs. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.